Aujourd'hui, je vous retrouve pour la lecture du premier chapitre de Scarlett, qui est le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, paru aux éditions PKJ, et je vous avais déjà lu le premier chapitre du premier tome, donc Cinder. Donc c'est parti. Livre 1. Elle ignorait que le loup était un animal retors, et elle n'avait pas peur de lui. Chapitre 1. Scarlett entamait sa descente derrière l'auberge de Rieux quand son mini-cran se mit à sonner sur le siège passager. Une voix électronique annonça « Comme du service de recherche de la police de Toulouse pour mademoiselle Scarlett Benoît ». Le cœur battant, elle bascula la navette juste à temps, évitant d'enfoncer le flanc tribord dans le mur, puis écrasa les freins jusqu'à l'immobilisation complète. Dès qu'elle eut coupé le contact, elle se jeta sur son mini-cran. Sa lumière bleutée éclairait les commandes du cockpit. La police de Toulouse avait trouvé une piste. « Je prends !» s'écria-t-elle, les doigts crispés sur le mini-cran. Elle s'attendait à un lien vidéo de l'officier responsable du dossier de sa grand-mère, mais tout ce qu'elle obtint, ce fut un fichier texte sans aucune mise en forme. 28 août 126 TE, RE, dossier numéro AIG 001555819, ouvert le 11 août 126 TE. Cette communication pour informer mademoiselle Scarlett Benoît de Rieux, France FE, qu'à 15h42 le 28 août 126, le dossier de disparition de Madame Michel Benoît de Rieux, France FE, a été rejeté en raison d'un nombre insuffisant d'éléments pouvant faire penser à un enlèvement ou à une agression. Conjecture, la personne s'est absentée de son plein gré et ou suicidée. Affaire classée. Merci d'avoir fait appel à nos services. La com s'achevait par une vidéo de la sécurité aérienne recommandant à tous les livreurs de piloter prudemment et de ne jamais déboucler leur ceinture tant que le moteur tournait. Scarlett fixa le texte jusqu'à ce que sa vue se brouille. Le sol lui donnait l'impression de se dérober sous elle. La coque en plastique du mini-cran grinça entre ses doigts serrés. « Crétin !» s'exclama-t-elle. Les mots « affaire classée » semblaient se moquer d'elle. Poussant un hurlement guttural, elle abattit rageusement à 3 reprises le mini-cran sur le tableau de bord dans l'espoir de le réduire en 1000 morceaux. L'écran réagit par un clignotement agacé. « Bande de crétins !» Elle le jeta au sol et s'adossa au siège, passant les doigts dans ses cheveux bouclés. Sa ceinture lui rentrait dans la poitrine, lui coupant la respiration. Elle la détacha, ouvrit sa portière d'un coup de pied, et manqua de peu dégringoler dans la ruelle. Elle inspira plusieurs fois à fond pour tâcher de se calmer. Les relents de friture et de vin qui s'échappaient de l'auberge faillirent lui couper le souffle. Elle allait devoir passer au commissariat demain à la première heure. Elle s'efforcerait de rester calme et rationnelle, et il leur expliquerait pourquoi ils se trompaient. Elle les obligerait à ouvrir l'enquête. Scarlett montra son poignet au lecteur de déverrouillage de la soute et souleva le panneau arrière avec brutalité. Elle dirait à l'officier qu'il devait continuer les recherches. Elle l'obligerait à l'écouter. Elle lui ferait comprendre que sa grand-mère ne s'était pas absentée de son plein gré et ne s'était certainement pas suicidée. Une demi-douzaine de cajots en plastique chargés de l'écume s'empilaient à l'arrière de son appareil, mais Scarlett les voyait à peine. Elle s'imaginait déjà à Toulouse, 50 km plus loin, en train d'en appeler à toute sa force de persuasion, à tous les arguments logiques qu'elle pouvait réunir. Il était arrivé quelque chose à sa grand-mère, quelque chose d'inquiétant, et si la police refusait de s'en charger, Scarlett porterait l'affaire devant les tribunaux et veillerait à ce que ces imbéciles de flics soient tous suspendus de leurs fonctions jusqu'à ce que... Elle attrapa une tomate bien mûre dans chaque main, pivota sur ses talons et les lança contre le mur. Elles explosèrent, éclaboussant quelques sacs à ordures. Cela lui fit du bien. Scarlett prit une autre tomate, se figurant l'expression sceptique de l'officier quand elle lui dirait que ce genre de disparition soudaine et inexpliquée n'était pas un comportement habituel chez sa grand-mère. Elle imagina sa sale petite tête de fouine, barbouillée de jus et de pépins. La porte s'ouvrit brusquement à l'instant où une 4e tomate giclait contre le mur. Scarlett se figea, la main au-dessus du cajot, tandis que Gilles, le patron de l'auberge, s'appuyait au montant de la porte. Son visage étroit s'empourpra quand il découvrit de quelle couleur Scarlett avait repeint la derrière de son établissement. « J'espère que ce n'était pas mes tomates. » Elle ôta la main de la soute et s'essuya sur son jean crasseux, les joues en feu. Elle pouvait percevoir le martèlement irrégulier de son pouls. Gilles passa la main sur son front dégarni et la fixa d'un air mécontent. « Eh bien ?»« Non, ce n'était pas les tiennes, » marmonna Scarlett. Ce qui était vrai, techniquement, puisqu'il ne les avait pas encore payées. Gilles grommela. « Alors je ne te compterai que 3 unives pour le nettoyage. Et maintenant, si tu as fini ton tir au pigeon, tu serais bien aimable de m'apporter ces cajots par ici. Ça fait 2 jours que j'improvise avec la laitue fanée. » Il entra dans son restaurant, laissant la porte ouverte derrière lui.
Des bruits de vaisselle et des rires envahirent la ruelle. Le monde de Scarlett s'écroulait sans que personne s'en aperçoive. Sa grand-mère avait disparu et tout le monde s'en fichait. Elle empoigna à deux mains le cajot de tomates, attendant que son cœur cesse de tambouriner. Les mots de la com l'obnubilaient, mais ses idées s'éclaircissaient. Lancer des tomates l'avait soulagée. Quand elle put respirer sans que ses poumons soient pris de convulsions, elle posa les tomates sur les pommes de terre et souleva les deux cajots à la fois. Les cuisiniers ne firent pas attention à elle tandis qu'elle se faufilait entre leurs poêles grésillantes pour se rendre dans la réserve. Elle hissa les caisses sur les étagères qui portaient des indications au marqueur, biffées et réécrites une dizaine de fois au fil des ans. « Salut la rouquine !» Scarlett pivota, dégageant ses cheveux de son cou moite. Émilie se tenait sur le seuil, un grand sourire aux lèvres, les yeux pétillants. Mais l'expression de Scarlett la fit battre en retraite. « Qu'est-ce qui... » « Je n'ai pas envie d'en parler, » grogna Scarlett. Elle passa devant la serveuse pour retourner dans la cuisine. Émilie émit un petit bruit désapprobateur et lui courut après. « Alors ne dis rien, je suis juste contente de te voir, » dit-elle, prenant le bras de Scarlett tandis qu'elle sortait dans la ruelle. « Figure-toi qu'il est revenu !» En dépit de boucles blondes angéliques qui encadraient son visage, le sourire d'Émilie suggérait plutôt des pensées impures. Scarlett se dégagea, ramassa un cajot de navets et le donna à la serveuse. Elle ne répondit rien, ne sachant pas qui il était, et se moquant pas mal d'apprendre pourquoi il était revenu. « C'est super, » dit-elle en saisissant une cueillette d'oignons rouges. « Tu as déjà oublié, hein ? Allez, Scar, le combattant de rue dont je t'ai parlé l'autre jour. » Oh, c'était peut-être à Sophie. Un combattant de rue ? Gagnée par un début de migraine, Scarlett plissa les paupières. « Écoute, Émilie, Ne sois pas comme ça, il est trop mignon. Il est revenu presque tous les soirs cette semaine, et il s'assoit chaque fois à l'une de mes tables. Ça veut sûrement dire quelque chose, non ?» Voyant que Scarlett ne réagissait pas, la serveuse posa les navets, sortit un paquet de chewing-gum de sa poche et en offrit un à Scarlett. « Il est toujours discret, pas comme Roland et les autres. Je crois qu'il est timide, et qu'il se sent seul. »« Un combattant de rue timide ?» dit Scarlett en repoussant le chewing-gum. « Non mais tu t'écoutes !»« Tu ne peux pas comprendre si tu ne l'as pas vu. Il a de ses yeux. » Émilie s'éventa avec ses doigts, feignant un coup de chaleur. « Émilie !» gronda Gilles en sortant sur le seuil. « Boucle-la un peu et ramène-toi par ici. On te réclame à la 4. » Il lança un regard noir à Scarlett, histoire de lui faire comprendre qu'il déduirait d'autres unifs de sa facture si elle continuait à distraire le personnel. Puis retourna à l'intérieur sans attendre sa réaction. Émilie lui tira la langue dans sa direction. Coinçant sa cueillette d'oignons contre sa hanche, Scarlett referma la soute et elle se planta devant elle. « Table 4, hein ? C'est ton fameux client ?»« Non, lui, il est à la 9, » bougonna Émilie en ramassant ses navets. En entrant dans la cuisine enfumée, elle lâcha une expression navrée. « Ah, je suis trop bête. Ça fait une semaine que je veux t'envoyer une com pour savoir où tu en es avec ta grand-mère. Tu as du nouveau ?» Scarlett serra les dents. La conclusion du message de la police lui bourdonnait dans la tête comme un nid de frelons. Affaire classée. « Non, lui dit-elle, laissant mourir la conversation dans le brouhaha des cuisiniers qui s'interpellaient au-dessus des feux. Émilie la suivit jusque dans la réserve et laissa tomber son fardeau. Scarlett entreprit de ranger les légumes avant que la serveuse puisse se lancer dans un discours optimiste. Mais Émilie se contenta d'un simple « Ne t'en fais pas, Scar, elle va finir par revenir » avant de battre en retraite dans la salle. À force de serrer les dents, Scarlett commença à avoir la mâchoire douloureuse. Tout le monde parlait de la disparition de sa grand-mère comme s'il s'agissait d'un chat fugueur qui réapparaîtrait quand la faim l'y pousserait. « Ne t'en fais pas, elle va revenir !» Sauf qu'elle avait disparu depuis 2 semaines. Comme ça, sans crier gare, sans une com, sans même un au revoir. Elle avait raté le 18e anniversaire de Scarlett. Pourtant, la semaine précédente, elle avait acheté tous les ingrédients pour lui préparer son gâteau au citron préféré. Aucun des ouvriers agricoles ne l'avait vu partir, les androïdes n'avaient rien enregistré de suspect, elle avait laissé son mini-cran, mais rien dans ses messages, son agenda ou son historique de navigation ne permettait de deviner où elle avait pu aller. Son départ était déjà suffisamment inhabituel en soi, mais personne n'allait jamais nulle part sans son mini-cran. Toutefois, ce n'était pas le plus inquiétant. Scarlett avait retrouvé la puce ID de sa grand-mère, soigneusement enveloppée dans un chiffon taché de sang et abandonnée sur le plan de travail de la cuisine. D'après l'officier, c'était ce qu'on faisait quand on voulait disparaître sans laisser trace. On s'arrachait sa puce ID. Il avait dit ça comme s'il venait de résoudre le mystère. Mais Scarlett se doutait bien que la plupart des kidnappeurs connaissaient le truc, eux aussi. Et voilà, c'est la fin de ce premier chapitre. Donc je vous laisse ici, puis je vous retrouverai pour une autre lecture.